Dans le département des lettres de l'Académie tunisienne Beit El Hakma, nous avons l'habitude d'organiser des activités régulièrement autour de thèmes très divers. Et ces activités ont pour but de développer, on va dire, la réflexion et le savoir sur les productions intellectuelles dans leur diversité. Et elles ont également comme but de faire connaître la littérature dans sa diversité, la création littéraire et les créateurs en littérature, les auteurs de Tunisie et du monde. Nous faisons ça avec beaucoup d'enthousiasme. Nous essayons de le faire le plus souvent possible et d'initier une réflexion, un débat, un échange autour des différents thèmes que nous organisons à côté des autres départements de l'Académie Beit El Hakma. Aujourd'hui, jeudi 12 décembre, ce qui nous réunit, c'est un hommage que nous avons envie de rendre à un auteur tunisien, un écrivain tunisien résidant en Suisse qui vient de nous quitter. Ça fait quelques semaines qu'il nous a quittés, qu'il repose en paix, toutes nos condoléances à ses amis, à sa famille, dont certains membres sont là. Allah yarhamou, toutes nos condoléances aussi à nos lecteurs et à tous ceux qui aiment la littérature tunisienne et ont envie de la connaître. Alors, celui qui va le présenter aujourd'hui est Samir Marzouqi. Samir Marzouqi est connu, je crois qu'il n'a pas tellement besoin d'être présenté, mais je vais le faire quand même. Je vais le présenter très, très brièvement. Le chef de notre département est là, Hamad Ibn Jabal, mais il est là pour nous écouter, pour intervenir. Et notre chef, le chef du département qui l'a précédé, Rajeh Bahri, est elle aussi à côté de Si Hamadi. Et nous sommes là et nous allons écouter Si Samir Marzouqi, que je présente très brièvement, qui est agrégé de lettres modernes, docteur d'État, professeur émérite à l'université de la Manouba. Et il est membre de l'Académie tunisienne Beit El Hakma. Président de l'Association tunisienne pour la pédagogie du français et vice-président de la Fédération internationale des professeurs de français. Il est auteur d'une vingtaine d'ouvrages et de 200 articles en français et en arabe sur la littérature française contemporaine et médiévale, sur la littérature francophone, la littérature comparée, la littérature arabe, la didactique du français et la traduction. Il est poète et nouvelliste bilingue et il est également mon ami. À toi la parole. Merci Emna, merci mon ami. Je vais essayer de vaincre l'émotion que j'éprouve à parler de Rafiq Ben Salah. Rafiq n'était pas uniquement un écrivain sur lequel j'ai travaillé, sur l'œuvre duquel j'ai travaillé, en compagnie de Afifa Marzouqi qui est avec nous, en compagnie d'autres collègues. C'était un ami très proche.
C'est la raison pour laquelle j'ai tenu, avec notre département, à organiser cet hommage aujourd'hui. Et comme enseignant universitaire, j'ai également obtenu de notre laboratoire de la faculté des lettres de Manouba, j'ai obtenu qu'on organise au mois de mai un colloque, donc, pour parler de l'œuvre de Rafiq Ben Salah. Ma communication aujourd'hui comportera un volet très personnel qui me semble important, puisqu'il s'agit d'un hommage qui est rendu à un ami, mais aussi un volet scientifique, je dirais, puisque j'ai eu la chance de connaître l'ensemble de ce qu'a écrit Rafiq et d'en avoir même discuté avec lui souvent. Je l'avais invité dans le cadre de mon émission sur RTCI, donc Intermède littéraire, à plusieurs reprises, au moins à 3 reprises. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé les enregistrements parce que j'aurais aimé les rediffuser. Mais nous sommes un pays dans lequel il n'y a pas beaucoup. Nous vivons dans un pays où l'archivage n'est pas très important, malheureusement. Donc, je vais. Tout le monde ne connaît pas Rafiq Ben Salah, donc je vais dire 2 mots rapidement de sa biographie. Si je me trompe, la famille corrigera, puisqu'ils sont là et qu'ils ont le bonheur de passer plus de temps avec lui. Personnellement, j'ai rencontré Rafiq Ben Salah tardivement. Je ne le connaissais pas. Comme d'ailleurs ne le connaissaient pas beaucoup d'universitaires tunisiens. Il publiait en Suisse, il a publié aussi à Paris, et son œuvre n'était pas connue vraiment ici. Donc, je l'ai connu, moi, au Portugal, dans le cadre de la fête de la francophonie qui était organisée donc à Porto. J'étais avec Afifa, donc ma femme, et j'étais invité par l'ambassade de France du Portugal comme représentant de la littérature francophone de Tunisie, comme écrivain francophone, si vous voulez. Et lui avait été invité comme écrivain suisse. Et donc, on s'est rencontrés à cette occasion-là. J'avais déjà lu parce que la personne qui m'avait invité m'avait envoyé certains de ses livres que j'avais lus, donc, et probablement aussi qu'elle lui avait envoyé des choses que moi j'avais écrites. Et on en a pas mal ri tous les deux. Donc, quand il m'a dit, tu vois combien je suis suisse. Hein? Donc, et j'ai été séduit par Rafiq. Parce que sous des airs au départ qui sont un tout petit peu distants, comme ça, etc., c'était un homme extrêmement sympathique. Il avait un humour du tonnerre. Et je pense, il me semble, que la séduction a été réciproque, puisque nous sommes restés en contact depuis notre rencontre et que, il me semble aussi, je n'hésite pas à le dire parce que je crois que c'est vrai, qu'il est revenu de plus en plus en Tunisie, entre autres parce qu'on s'était rencontrés. Et que l'université tunisienne a commencé, après cette rencontre, à s'intéresser à son œuvre. Il y a eu donc plusieurs occasions durant lesquelles il a parlé dans les universités tunisiennes et il y a eu des chercheurs qui ont travaillé sur son œuvre. Donc, moi, j'ai travaillé sur son œuvre, Afif Amarzouk a travaillé sur son œuvre, Farah Zaayem, Samia Sharfi, Jihen Souki, etc. Plusieurs universitaires se sont mis à lire son œuvre, au départ en empruntant les livres donc, que j'avais et que lui donc m'offrait
de façon régulière. Chaque fois qu'il écrivait un livre, j'avais mon exemplaire dédicacé. Donc, ça l'a, d'une certaine façon, bon, on l'a vu revenir de plus en plus souvent. Et même, il s'est installé à un certain moment, pour la moitié de l'année à peu près, à Tunis. Et puis, il a cessé de venir. Et puis, on a appris qu'il était malade. Hein, et malheureusement, donc, il nous a quittés. Nous sommes dans un petit pays. Rafiq Ben Salah, pour que vous le situiez, sachez que c'est le neveu de feu Ahmed Ben Salah, donc le super ministre de Bourguiba, que c'est le frère donc, de si Hafez Ben Salah qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, qui a également été ministre, mais à une autre époque. Il est né à Mokni en 1948. Il a fait donc, après des études à Tunis, il est allé en France, donc où il a fait des études de lettres à la Sorbonne Nouvelle, à Paris. Et puis, il s'est installé en Suisse, à Moudan. Et en Suisse, il a exercé le métier d'enseignant pendant une quarantaine d'années à peu près. En Suisse, il enseignait le français et l'histoire, puisqu'en Suisse, donc, les enseignants se devaient d'avoir deux spécialités. Apparemment, c'était un enseignant heureux et aimé de ses élèves. Et il a écrit, donc, il a fait une carrière intéressante de nouvelliste essentiellement. Il avait le don du récit bref, mais il était également romancier. Il a écrit 3 romans. Donc, je vous parlerai de ses ouvrages rapidement, mais j'aimerais surtout, et là je vous explique un peu le titre de ma conférence, j'aimerais surtout évoquer son écriture, sa façon d'écrire, en me référant en particulier à 2 livres, un roman et un recueil de nouvelles. Le recueil de nouvelles, c'est Le Harem en péril. Le roman, c'est donc un roman où il parle de la Tunisie, Les caves du ministère, non pas les caves du ministère, où il évoque les caves du ministère de l'Intérieur, donc, et c'est un roman sur la répression et la torture, qui est apparu en 2011. Je l'évoquerai donc un peu plus dans les détails tout à l'heure, en me concentrant sur l'écriture littéraire de Rafiq Ben Salah, qui est euh, très originale, comme j'essaierai de le montrer. J'ai intitulé ma conférence, donc, si je me souviens bien, Les récits de Rafiq Ben Salah ou la revanche du colonisé. Cette expression, la revanche du colonisé, je m'en sers pour essayer de définir cette écriture qui est une écriture francophone. Il utilise la langue française, mais il utilise une langue française qu'il truffe d'arabe. C'est-à-dire que sa langue française est plus ou moins colonisée par l'arabe. C'est pour ça que je parle de revanche du colonisé en quelque sorte. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Je voudrais rapidement faire un peu l'inventaire de ses œuvres les plus importantes. Il a commencé par publier à Paris, chez Publi Sud, en 1987, un ouvrage intitulé Retour d'exil, donc ouvrage de fiction. Cet ouvrage a reçu le prix du meilleur ouvrage franco-maghrébin. Il a ensuite publié un ouvrage chez Rousseau à Genève en 1991, un ouvrage intitulé Lettres scellées au président, lettres au pluriel.
je ne peux pas parler de tous les livres, donc je parlerai de ceux qui sont sans doute les ouvrages principaux. Là aussi, pour l'être scellé au président, il a obtenu le prix Schiller, donc en Suisse. Chez Rousseau, toujours à Genève en 1993, il a publié La prophétie du chameau. Et il a publié à Paris une nouvelle intitulée La viande morte, chez Gallimard en 97. Cette nouvelle est sans doute une de ses nouvelles les plus intéressantes, les plus achevées, et celle qui donne une idée, je pense, assez précise de l'univers qui est celui de Rafiq Ben Salah. Cette nouvelle est reprise dans le livre dont je vais vous parler, Le Harem en péril. Elle figure donc au tout début de ce recueil de nouvelles intitulé Le Harem en péril, publié à Lausanne chez L'Âge d'Homme. À partir de là, L'Âge d'Homme va devenir l'éditeur préféré, l'éditeur principal de Rafiq Ben Salah. Et L'Âge d'Homme est un des plus grands éditeurs de Suisse. Donc, il obtient pour Le Harem en péril le prix Lipp. Ensuite, il publie encore un autre recueil de nouvelles à Lausanne, chez L'Âge d'Homme toujours, 2001. En 2001, L'œil du frère. Puis il publie à Lausanne, toujours chez L'Âge d'Homme, en 2004, Récits de Tunisie. C'est encore un autre recueil de nouvelles. Récits de Tunisie obtient le prix des écrivains vaudois. Il était vaudois, lui aussi, en tout cas d'adoption. Il publie La mort du Cid. Le Cid, c'est pas Rodrigue, c'est pas CID, c'est Cid, S-I-D. La mort du Cid, donc publié toujours chez L'Âge d'Homme en 2005, qui obtient le prix spécial du jury Comar en Tunisie. Puis, La véritable histoire de Gayoum Bentel. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de ce livre très drôle, dans lequel il se moque un peu de sa Suisse adoptive, s'il en veut, puisqu'il prend le héros national suisse, qui est Guillaume Tell, et il invente une histoire dans laquelle Guillaume Tell est d'origine tunisienne, d'origine maghrébine, et qu'il il se serait appelé Guillaume Bental. Donc, la véritable histoire de Guillaume Bental a fait couler de l'encre en Suisse, bien sûr. Ça a été publié chez Xenia en 2007. Puis, il a publié L'invasion des criquets de terre, autre recueil de nouvelles, publié à Lausanne, donc chez L'Âge d'Homme, toujours en 2009. Les criquets de terre, c'est une métaphore pour évoquer les émigrés. Les émigrés qui, comme les criquets, donc, viennent envahir les pays européens. Ensuite, il publie Les caves du ministère. Il aimait beaucoup les jeux de mots. Donc, ministère devient ici ministère, même dans le titre du livre, parce qu'il y a minus, et parce que éther n'est pas écrit comme dans la fin de ministère. Pas E accent grave RE, mais AIRE. Donc, c'est le verbe taire, se la fermer. Donc, 2011, L'Âge d'Homme. Les caves du ministère obtient le prix spécial du jury Comar également. Je me souviens, j'étais au jury. Donc, c'est un livre dont je vais parler tout à l'heure de toute façon. Et puis, il publie Drames de femmes et autres trames, qui est encore un recueil de nouvelles, toujours chez L'Âge d'Homme en 2016. Et enfin, en 2019, il publie Récits d'Helvétie.
qui fait pendant à Récit de Tunisie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, en fait, Rafiq se définit par ces deux appartenances. Il est tunisien, mais il est également suisse. Euh, donc, j'ai évoqué rapidement ces écrits. Je voudrais en dire quelques mots, en tout cas dire quelques mots de certains de ces écrits. Mais je dois dire que depuis qu'on s'est rencontrés, depuis que donc il a recommencé à venir plus fréquemment en Tunisie et depuis que des collègues se sont mis à travailler sur son œuvre, etc., il avait participé à pas mal d'activités. Moi, je l'ai associé, par exemple, et il l'a fait avec énormément de plaisir et de bonheur, je dirais. J'ai associé à des concours que j'organisais. Donc, il était dans des jurys. Il y avait Emna d'ailleurs, il y avait Mohamed Harmel, il y avait Bachir Garbouj, etc. Dans le cadre de l'association donc, dont je suis actuellement président, Rafiq avait été volontaire pour participer au jury et choisir donc les meilleurs écrits donc de jeunes Tunisiens écrivant. Euh, donc, c'était quelqu'un qui était d'une très grande disponibilité en réalité. Euh, j'ai évoqué tout à l'heure les collègues qui ont travaillé sur son œuvre. Bon, il y a ici le livre de Afif Marzouk qui s'intitule Écrivain francophone de Tunisie, dans lequel il y a 3 chapitres sur Rafiq Ben Salah. Euh, mais elle n'est pas la seule à avoir écrit sur lui. Peut-être qu'elle est celle qui a le plus écrit sur l'œuvre de Rafiq. Et comme elle a déjà écrit sur 3 textes, je ne parlerai pas de ces 3 textes. C'est un peu dommage parce il y en a un qui est très brillant et qui raconte à la manière de Rafiq Ben Salah l'assassinat de Salah Ben Youssef. Donc, c'est quelque chose de dramatique, mais que Rafiq transforme en une sorte de comédie ébouriffante. Mais je ne vais pas en parler, je ne peux pas parler de tout, malheureusement. Sans doute qu'on en parlera lors du colloque que j'ai annoncé. Rafiq était, je ne sais pas comment définir, si on veut définir son œuvre de façon très rapide, à la hache, comme disent les Canadiens, hein, il était essentiellement auteur satirique. Son ton préféré était la satire. Et c'est la raison pour laquelle il y a énormément d'humour dans ses textes. Il y a toujours un petit sourire en coin, parfois un rire très franc, disons, dans ses œuvres. Mais la satire, chez lui, n'empêche pas la gravité. C'est ça ce qui me semble le plus frappant. C'est-à-dire que nous avons des œuvres qui sont comiques, qui font rire aux dépens de ceux qui sont la cible de sa satire, mais en même temps, assez vite, on bascule dans le drame. Et ce qui faisait rire ne fait plus rire. J'en donne un petit exemple, la nouvelle La viande morte. Qu'est-ce que c'est que la viande morte? La viande morte, c'est l'histoire d'une jeune fille qui un jour voit son ventre devenir proéminent. Et à ce moment-là, évidemment, tout le village, la famille, etc., pense qu'elle a fauté, qu'elle est enceinte. Alors que la pauvre fille a une sorte de tumeur découverte donc par un médecin, ce qui rassure la maman, mais il n'y a que la maman qui est rassurée, parce que personne ne croit la version du médecin.
jusqu'au jour où le père et les frères châtient cette jeune fille pour la faute qu'elle n'a pas commise, en pensant qu'elle a été mise enceinte par quelqu'un, et la traite comme une chienne. Là, Rafiq dit qu'elle est traitée chiennement, hein, parce qu'il adore créer des mots nouveaux, en quelque sorte, toujours des néologismes. Et d'ailleurs, c'est très expressif. Et puis elle meurt. Donc vraiment, nous basculons dans le drame. C'est une satire d'une société fermée, d'une société où il n'y a pas de place pour la compréhension, pour la pitié, etc. Et puis, c'est une société qui finalement porte le signe de la mort, dans laquelle une innocente peut mourir, donc parce qu'elle a subi de mauvais traitements. Mais il n'y a pas que cette nouvelle qui est comme ça. Souvent, chez Rafiq, on est vraiment à la limite entre le rire d'un côté et puis vraiment la mort, la souffrance, la douleur, etc. Donc, j'ai parlé d'un auteur satirique, ce qui n'empêche pas la gravité. Les critiques suisses qui ont travaillé sur son œuvre utilisent souvent le mot drame, ce qui l'a amené lui-même à introduire ce mot dans un de ses livres, Drame de femmes et autres drames. Ce qui est également très frappant chez lui, et c'est de cela que je vais surtout parler, j'espère ne pas prendre trop de temps, c'est sa verve linguistique, son inventivité verbale. Chez lui, ça fuse constamment. Dans chaque phrase, il y a quelque chose qui est inventé, il y a quelque chose qui est frappant, il y a quelque chose qui étonne. Et puis, évidemment, il y a l'humour, la distance. Il y a toujours ce petit regard en coin, enfin, ce clin d'œil au lecteur. C'est quelqu'un qui, quand il écrit, s'amuse. C'est quelqu'un qui vraiment semble très heureux quand il commence. Les thèmes qu'il traite, je dirais pour faire vite que c'est surtout la condition des femmes dans la société maghrébine. Ça semble être un de ses thèmes de prédilection. C'est le racisme dans la société suisse et c'est aussi la politique. Les caves du ministère, c'est un ouvrage politique. Il parle de la répression, de la torture, etc. Mais il n'en parle jamais comme un théoricien. Il en parle comme un romancier, comme un nouvelliste, comme quelqu'un qui raconte des histoires. Je prends comme exemple les caves du ministère pour évoquer non pas le contenu. Le contenu, on peut le résumer au malheur d'un pauvre homme qui se trouve donc torturé, dont la femme est violée par plusieurs sbires, etc., etc. C'est assez terrible, donc c'est vraiment dramatique. Mais ce qui est dramatique est raconté dans des termes qui sont des termes extrêmement humoristiques, notamment en raison du choix de Rafiq Ben Salah, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est cette espèce de mélange entre l'arabe, notamment l'arabe tunisien, l'arabe dialectal, et le français. Il n'est pas le seul à écrire comme ça. Il a des précédents. C'est Salah Garmiti, par exemple. Anwar Atiya. Moi, j'ai travaillé sur cet aspect, par exemple, chez Ketib Yassine, l'auteur de Nejma, chez Albert Memmi, même si c'est moins net chez Albert Memmi. Ce qui fait la différence entre
Ben Salah et ces écrivains dont je viens de parler, c'est que lui, c'est le fait que lui fasse de cette façon d'écrire presque une manie. C'est quasiment systématique chez lui. Au point qu'on se demande si ces lecteurs qui ne sont pas tunisiens sont capables ou pas de le comprendre. Il y a parfois, la traduction donc est telle que sans doute il n'y a que des Tunisiens et encore des Tunisiens un peu éveillés qui peuvent la capter, qui peuvent la comprendre. Mais en réalité, le but de ce type d'écriture montre, enfin d'abord, le fait d'écrire comme ça montre que ces lecteurs se trouvent en Europe, mais également au Maghreb. C'est clair. C'est une sorte de clin d'œil aux lecteurs maghrébins, tunisiens en particulier. Et d'ailleurs, il joue sur l'arabe dialectal tunisien et aussi sur l'arabe littéraire, comme je montrerai quelques exemples, l'arabe classique. Quel est le but? Comme je l'ai dit, le but, c'est que bon, le lecteur francophone qui ne connaît pas l'origine des expressions traduites, il trouve quelque chose de nouveau, d'étrange dans l'expression française, qui est une traduction de l'arabe. Une traduction ou une transposition, ce n'est pas toujours une traduction exacte, parce qu'il s'amuse, il change les mots, etc. Comme je vais vous donner plusieurs exemples, vous le verrez. Quant au lecteur maghrébin, il reconnaît l'expression qui est dans sa langue maternelle, le lecteur tunisien en particulier, je l'ai dit, et donc ça l'amuse, ça le fait rire de la trouver en français, mais en même temps, en français, elle devient originale. Cette expression qui est tout à fait naturelle, normale en tunisien, devient originale en français. Et il ne traduit pas que des expressions idiomatiques, ce sont surtout des expressions idiomatiques, typiques, disons, de la langue tunisienne. Ces expressions exotiques, si je puis dire, acquièrent de l'originalité dès lors qu'elles sont traduites en français. Finalement, il est celui qui a poussé le plus loin cette façon d'écrire, au point que, enfin, il nourrit tellement son écriture francophone d'expressions traduites de l'arabe qu'il en arrive à modifier en profondeur l'écriture et la langue française, je dirais. Il l'exemple le plus frappant de ce type d'option littéraire, en même temps que le plus récent. Donc, Rafiq Ben Salah procède ainsi, soit il traduit sans commenter, il traduit dans le cadre de sa phrase française, il traduit une expression arabe dans le cadre de sa phrase française, soit il accompagne la traduction d'un commentaire métalinguistique. Et ceci parce qu'il délègue en général la narration à des personnages du cru, à des Tunisiens, censés parler leur langue, que l'auteur traduirait en quelque sorte en français en conservant la teneur idiomatique. Dans les caves du ministère, par exemple, il y a plusieurs exemples que je vais citer. Ainsi, après un séjour dans les sinistres caves du ministère de l'Intérieur où il est torturé, protagonisé par le viol collectif Chma, qui ne naviguait plus que dans les eaux souillées. Native en français d'une expression de l'arabe littéraire, السائدون في الماء العكر,
elle-même traduite de la langue française, à partir de la langue. Les pêcheurs en eau trouble. Et frappant, c'est pas utilise les médias officiels officieux. Parce que ceux qui pêchent en eau trouble, ce sont les opposants. Ce sont ceux qui ne sont pas avec le régime. Or, lui désigne par cette expression ceux qui sont les sbires du pouvoir. Donc, vous voyez le jeu donc, auquel il se livre constamment, s'il en veut. Le romancier a recours à cette expression pour qualifier ses utilisateurs habituels, la retournant en quelque sorte contre eux. L'animateur d'une cérémonie officielle s'adresse au public par la formule Messidet et Messidi. Hein? Messidet et Messid. Saïdeti wa Saïdati. Hein? Qui ne traduit même pas, mais reproduit en y appliquant la grammaire française la formule consacrée en arabe classique, également utilisée en arabe dialectal. Saïdeti wa Saïdati. Mesdames et messieurs. Ailleurs, l'auteur, par l'intermédiaire d'un personnage censé parler tunisien, s'amuse à traduire le mot à mot pour tenter de reproduire la rime intérieure de l'original, la formule célèbre d'Ibn Khaldoun, devenue proverbiale. Et à ce titre, donc, cette formule a été intégrée telle qu'elle au dialectal. Même en langue dialectale, on dit voilà comment Rafiq l'a traduit. Si tu arabises, tu détruis l'assise. Et bien sûr, littéralement, l'expression signifie quand cela devient affaire d'arabe, mais arabe au sens de bédouin, en fait, chez Ibn Khaldoun. C'est la ruine assurée. Donc, quand cela devient affaire d'arabe, c'est la ruine assurée. Lui dit, si tu arabises, tu détruis l'assise. Pourquoi? Pour la rime. Parce que Uribat doit rimer avec Khoribat. Hein? Donc, en français, il faut qu'il y ait, si tu arabises, tu détruis l'assise. De même, une expression comme, je le cite, l'œil du soleil n'avait pas encore été voilé, reprend incontestablement la locution proverbiale du dialecte tunisien et plus généralement maghrébin, voiler l'œil du soleil avec un tamis. Déjà observé chez Anwar Ataya. Anwar Ataya l'a déjà utilisé. Ailleurs, pour compter, un personnage a recours, en étendant l'usage, à la formule prophylactique désignant le chiffre 5, perçu comme néfaste, par l'euphémisme compte ta main, atid, au sens de compte les doigts de ta main. Pour comptabiliser les violeurs de Baya, la femme du protagoniste, ce témoin s'adresse ainsi à son mari. On avait compté entre compte tes deux mains 8 ou 10 fois de mal. Dans la bouche de Houreya, principale interlocutrice de la narratrice Touns, l'homme, comme dans le dialecte tunisien, désigne pudiquement son propre mari, Raj. Hein? Et Lausanne et la France s'arabisent phonétiquement en Lausanne et France. On pourrait penser que de telles traductions émaillent en particulier les dialogues, quand les personnages se parlent entre eux. Mais il n'en est rien, car la narration qui affecte souvent le rythme et les inflexions de l'oralité, on a parlé de Rafiq Ben Salah comme conteur, donc la narration qui affecte souvent le rythme et les inflexions de l'oralité a aussi recours à ces traductions de façon abondante.
Si un personnage évoquant la pitié qui l'étreint devant le sort de Baya et la souffrance de son époux s'écrie ô mes péchés, ô ma douleur, ô mon feu, hein, Yanari, hein, une brute de la douleur qui enflamme, invoque le feu qu'il est censé endurer par le biais de cette métaphore psychanalisée de la souffrance. Le narrateur, rapportant l'emploi quotidien de son personnage principal, utilise évoquer l'apéritif vespéral, la traduction française littérale de l'expression dialectale bel'o, en traduisant par le vallée. Il va à la vallée. Hein? Et là, je suis sûr que les Suisses n'ont rien compris. Ça, donc, donc le complément d'objet dans la vallée ne désigne rien. Le ne désigne rien ou désigne pudiquement la boisson illicite et qui signifie bien sûr s'enivrer, se saouler. Chez Rafiq Ben Salah, ce procédé presque systématique opère une différence par rapport aux autres textes français ou francophones non maghrébins, en même temps qu'il crée une parenté au niveau de l'écriture avec les textes francophones maghrébins. Il accuse une identité. Je suis maghrébin, dit celui qui écrit cela, et signe une appartenance. Ça me semble assez clair. Voilà ce que je voulais dire sur le roman. Je vais m'intéresser maintenant, en essayant d'aller plus vite, au recueil Le Harem en péril, que je prends comme exemple. J'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple. Mais il me semble que Le Harem en péril, qui est une de ses premières œuvres, montre assez clairement cette façon qu'il a d'écrire en s'amusant, d'écrire en se souvenant de son origine, de sa langue natale, etc. Et cette façon qu'il a de créer une étrangeté dans l'expression qui fait qu'on est étonné quand on le lit, que l'on soit européen ou maghrébin, que l'on soit francophone ou arabophone lisant le français. Autant d'années que tu comptes de doigts aux deux mains, on l'a déjà vu, ça revient à plusieurs reprises. Parfois, ce n'est que le temps, on n'arrive pas à trouver l'origine arabe de l'expression française. Mais le ton qu'il emploie est un ton qui est de chez nous. Qu'aperçois-tu mon œil? Que voyez-vous mes pupilles? Hein? Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose là de typiquement tunisien. Ces langues, chaque jour plus longues, faisant le tour de chaque coup alentour. Hein? On connaît l'expression. Donc, il ne traduit, mais il utilise l'image qu'il y a dans l'expression pour la transposer en français. Ne jure pas, enfant de mon ventre, ou je me jette dans le puits. Voilà, hein. Donc, vous voyez vraiment que on est presque au théâtre, il en veut, avec ce type de narration très amusante. Il y a une femme qui, dans la viande morte, dans la première nouvelle, celle qui est dramatique justement, qui pour emmener la jeune fille à l'hôpital, pour que le médecin l'examine, convainc un chauffeur. Comment est-ce qu'elle arrive à le convaincre? En le menaçant, écrit Rafiq Ben Salah, de pendaison par les paupières le jour du jugement dernier. Hein? Il traduit donc Shahadat Fakhr par un certificat de pauvreté. Quand on lit la traduction, on est quand même, on comprend ce que le mot arabe avait déjà d'un peu particulier. Hein, Shahadat Fakhr. Dans un autre passage, il dit qu'un personnage a obtenu la manne pour la jeune employée, les mains.
demandez à un Suisse ce que ça peut signifier. Hein. Et c'est publié chez l'Asdom. Hein. Donc, c'est publié en Suisse. Donc, ça veut dire qu'il n'hésite pas à créer l'étrangeté, justement, par ce type d'écriture. D'ailleurs, Apollinaire, auquel j'ai consacré une grande partie de ma vie, dit que la poésie est dans la surprise. C'est la surprise qui crée, et Cocteau dit à un poète, étonne-moi. Donc, il y a vraiment cette recherche de l'originalité dans l'écriture qui se voit très nettement chez lui. On dit, et ceux qui l'ont vécu sont toujours vivants. Ils sont toujours vivants. Il écrit un peu comme parlait ma grand-mère en réalité. Donc il écrit en travaillant sur le corps même, disons, de la langue maternelle et sur ce qui est spécifique, ce qui est vraiment idiomatique dans cette langue. Il évoque un personnage qui a passé son enfance aux horizons. Et il met entre parenthèses en province. L'affaire. Hein? En fait, et d'ailleurs, dans un autre ouvrage, il appelle les horizonteux, hein, en jouant sur honteux en même temps. Donc, euh, là, c'est le calembour. C'est un écrivain qui use énormément de calembours. Ce personnage, donc, qui a passé son enfance aux horizons, a appris la longueur et la largeur des rues de son village. Donc, je ne vais pas tout traduire, mais on voit bien comment il écrit. Dieu rappelle précocement ceux qu'il aime. Allez, mon fils, nous sommes à lui et à lui seul, nous sommes revenants. Donc, il y a cette phrase que je trouve. Il y a un écrivain, il y a un médecin dans la viande morte. Il y a un médecin qui est d'Europe de l'Est, s'appelle Yaroslav. Et ce médecin, regardez ce qu'écrit Rafir Ben Salah. Yaroslav parlait la langue française, tandis que les femmes l'écoutaient en arabe. Donc, vous voyez, en fait, il évoque par cette formulation très originale l'intercompréhension. Même si, donc, lui, il parle en français, elle l'écoute en arabe, c'est-à-dire qu'elle comprenne ce qu'il dit en français dans leur arabe. Il invente constamment des mots. Par exemple, il a inventé le mot la mélancolie. La mélancolie, il l'a défini ainsi, c'est cette tendance à s'ivrogner le soir. Hein. Déjà, ivrogner n'est pas un mot français, c'est un mot qu'il crée également. Hein. Donc, en fait, la mélancolie, parce qu'il y a alcool, bien sûr. Donc, il y a mélancolie et alcool. Allez, montre l'envergure de tes épaules. Hop, du balai. Donc, allez, c'est bon, embrasse ton frère. Allez-y, n'en parlons plus. Bosro. Hein. Comment on dit Sid décide. Ça est de l'assiette. Hein. Sid décide. Il n'y a de grand qu'Allah, le répétera-t-on assez. Donc, Allahu Akbar, s'il en veut. Etc. Parfois, l'observation concerne des gestes et pas seulement les mots. Par exemple, lorsque le village parle de la jeune fille qui a le ventre gonflé, etc., les deux frères viennent dire à leur mère c'est grave ce qui se passe, etc. On dit que, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà ce qu'écrit Rafir Ben Salah. Elle gonfla ses deux joues et de l'index, elle entreprit de donner des coups sur son visage tout arrondi. Donc ça, c'est un geste qui est typique, hein, et il explique ce geste en disant cela signifiait que les paroles entendues au village étaient gonflées de vent et qu'il fallait laisser dire. Dans un autre passage, évoquant le père qui se met en colère quand il apprend que peut-être sa fille a fauté, etc.
Rafiq Ben Salah écrit, il intégra, où est-ce que c'est ça? Excusez-moi, je l'ai perdu. Il intégra donc un orage rouge. Hein? Donc, Tralfi Aziza Hamra. Hein? Donc, etc., etc. Enfin, on pourrait citer des milliers des jours s'en allèrent et d'autres vinrent. Hein? Euh, donc, je laisse tomber tous ces exemples. Je voudrais parler de deux choses encore. Je ne sais pas si, bon, peut-être 10 minutes encore. Il y a une très grande inventivité du narrateur qu'il est, donc du conteur. D'abord, parce qu'il il écrit des romans et des nouvelles, donc il écrit. Mais son écrit est très oralisé. Un peu comme chez les conteurs traditionnels. Par exemple, euh, ceci, là se dit, ça c'est la fin d'une nouvelle. Tout cela se dit et se parmi les hommes. Mais Allah seul est savant. Wallah a'lam. Hein? Il utilise en arabe, la prose rimée. Il adore créer des rimes. Par exemple, aide ton frère, qu'il soit prospère ou dans la mouise. Quand le répète, quand le dit, c'est mon de vie. Déjà, au départ, vous avez aide ton frère qui soit prospère ou dans la mouise. C'est une transposition de ça, au moins. Mais voilà, se disait l'homme Khalifa. Je suis du tas et du A. Ramas. R-A-M-A-S. Ramas, ça n'existe pas. Mais il crée le mot pour que ça rime avec ta et aussi parce qu'il aime créer des mots. Donc, mais voilà, se disait l'homme Khalifa, je suis du tas et du Rama, je cours vers le tracas, frère. Hein? Et là aussi, c'est une histoire hilarante parce que c'est un jeune homme pauvre, etc., qui un jour se blesse et puis il y a un Rumi, comme dit le texte, qui l'amène au dispensaire, etc. Et cela crée des rumeurs. La rumeur, c'est un des thèmes les plus importants chez Rafiq Ben Salah. Une rumeur sur les rapports entre ce jeune homme et le Rumi. Hein, donc, et tout le village utilise un terme, il dit que le Rumi est un cheval. Hein. Donc, vous voyez, je vais pas vous traduire ça. Donc, la prose rimée, c'est très très souvent il recherche, disons, il rappelle ce phénomène du saja. Donc, dans la littérature arabe, euh, je voulais parler surtout de l'écriture, mais en réalité, même au niveau de l'observation, donc de la satire, qui est fondée sur l'observation sociale, c'est assez génial en général. Quelques exemples rapidement. Euh, il évoque, par exemple, dans une nouvelle, un homme qui accomplit, écrit-il, ces 5, ou c'est vrai, applaudissez le nom de ces 6 prières réglementaires. Pourquoi 6? Parce qu'il en fait une de plus, le Fajr. Hein? Donc, Fajr, Subh, Dhahr, etc. Donc, il dit ces 6 prières réglementaires. Ce qui est très comique, c'est que celui qui parle s'énerve et va jurer en parlant de cet homme pieux. Et donc, il dit, il accomplit ces 5, applaudissez le nom de Dieu. En fait. Non, mais il y a 3 points à la place de Dieu. Un homme parle à sa fille qui veut un mouton, elle veut qu'il lui achète un mouton. Quel mouton, fille de chien? Et il ajoute, le chien, c'est moi, puisqu'il est son père. Hein?
Donc, j'évoquais aussi ces observations, donc très, très, vraiment pertinentes. Euh, L'histoire, par exemple, de quelqu'un qui est inculpé de blasphème caractérisé. Donc, il évoque le fait que nos cieux, quand quelqu'un blasphème, il est automatiquement, donc, enfin, si on le prouve, il peut être, nous avons des juristes ici qui peuvent l'attester, mais ce qui est marrant, ce qui est vraiment comique, c'est que Rafiq s'arrange pour placer ce personnage dans une situation qui l'oblige à blasphémer en quelque sorte, et pour qu'il y ait des policiers à côté, bien entendu. Sinon, où serait l'intérêt de l'histoire? Évidemment, il parle du peuple du Mont-Rouge, l'Ahmad, du quartier des Potiers, Tafel, quand il évoque également bon, le phytox. Le phytox, c'est quoi? C'est le flitox, bien sûr. Hein. Euh, donc, il mime dans son écriture la façon de parler. Par exemple, l'Europe s'appelle, enfin la France en particulier, la contrée du rhino-bijou, hein, Peugeot, hein, la contrée du rhino-bijou. Bois, dans une nouvelle, c'est le gazocola, hein, donc gazouz et Coca-Cola, ça donne gazocola. Donc, je reviens comme ça, sans me rendre compte à la créativité, mais je voulais donner quelques exemples de l'observation. Donc les cyprières, donc le blasphème caractérisé. Euh, Regardez par exemple comment il campe la réaction d'une mère dont la fille refuse d'épouser l'homme qu'on lui destine. Elle dit seulement, je ne l'aime pas, mère, je ne peux l'aimer. Dis à père, je t'en supplie. Mais personne ne te demande de l'aimer, dit la mère. Vous voyez là, dans ce petit dialogue déjà, tout ce qu'il peint, rien que par la façon dont la mère parle. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'amour, etc. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de mariage, c'est tout autre chose. Ce que dit la... Euh, ah oui, donc il y a un personnage qui n'est pas aimé par le groupe, par, disons, la communauté. Pourquoi? Qu'il fut possible, et même sous Ibn Salah, de discuter du bien fondé de la circoncision des enfants. Donc, il discute de ça. Ça ne se fait pas, on ne discute pas de ça. Deuxième, donc, de la circoncision des enfants, du jeûne du Ramadan, il en discute, lui, ou encore du culte virginal, etc., etc. Khalifa tenait ses colloques pour banal quand les autres criaient à l'hérésie. Donc, Khalifa, si vous voulez, c'est le mouton noir. C'est celui qui n'est pas comme les autres. Et très, très souvent, structurellement, dans les récits de la Ben Salah, il y a cette opposition entre l'individu et le groupe. Et ceux qui l'ont connu savent que c'était un rebelle. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui, vis-à-vis de l'autorité de façon générale, prenait souvent ses distances. Donc, on retrouve ça dans son écriture. Euh, Regardez ce que dit un personnage des filles qui vont à l'école. Ces filles dénaturées par des années d'études. Dénaturées par des années d'études. Dieu sait l'étude de quoi, hein? Qu'est-ce qu'elles étudient pour qu'elles deviennent comme elles deviennent, etc. etc. Donc, ce n'est pas la peine que je parle. Mais quand même, en tant que francisant, je voudrais dire un mot de quelque chose qui est spécifique à l'écriture de la firme. Parce que vous savez, il y a le style direct, le style indirect et ce qu'on appelle le style indirect libre. Lui, il a inventé un quatrième style, en quelque sorte,
qui est un style qui mêle le style indirect et le style direct. Et ce n'est pas le style indirect libre. Je donne un exemple. Au bout de quelques minutes, les hommes tinrent la vérité pour un mensonge. C'est l'histoire de la viande dont je vous ai parlé. La vérité, c'est qu'elle est malade et tous les autres croient que cette vérité est un mensonge, qu'elle ment, qu'elle est enceinte. Donc, au bout de quelques minutes, les hommes tinrent la vérité pour un mensonge, corroboré par la voix publique qui avait tranché « allez ». Allez, là, c'est du style direct qu'il incorpore brutalement dans le récit au style indirect et cela crée quelque chose de très particulier. J'ai donné cet exemple, mais il y en a plein. C'est un tic d'écriture. Voilà à peu près, donc les personnages sont savoureux, ils ont qui est dehors, donc souvent, il y a un coordonné qui s'appelle Stack, l'écrivain public s'appelle Staline, hein, etc., etc. Et évidemment, il y a Guillaume Bentel, donc je voudrais comme dire deux mots pour quelqu'un qui vit en Suisse, qui est très heureux en Suisse, qui était parfaitement intégré, écrit donc une sorte d'histoire de la Suisse à sa sauce à lui. Donc une histoire qu'il réinvente en, en donnant aux Suisses des ancêtres maghrébins, en quelque sorte, en donnant que des libérateurs de la Suisse, ceux qui ont libéré la Suisse, comme Guillaume Tell, sans maghrébin. D'abord, il n'y a pas que Guillaume Tell, d'ailleurs. Je voudrais juste vous citer les noms. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Donc, regardez, donc vous avez évidemment Guillaume Bentel, qui aurait traversé, dit Rafiq Ben Salah, la blanche médiane, le Bahr al-Abid, donc le Mutawassit, l'Abid al-Mutawassit, pour venir combattre les Tréchiennes, les Autrichiens, Garden. Et ce Mourad Baumgarten s'appelle en réalité Konrad Baumgartner. Hein? Il y a un héros qui s'appelle Ben Mashtel, c'est Arnold de Melchtal, et un héros suisse qui s'appelle Werner Stoffacher, évidemment ça s'appelle Stoff, donc c'est Rafik Bensal. Je pourrais parler encore longuement de la saveur qu'il y a dans ces récits. Ce que je souhaite, maintenant qu'il nous a quittés, c'est qu'il y a se mettre un peu à lire cet auteur qui est instructif, amusant, vraiment très amusant, comme il était dans la vie, hein, comme lui il était dans la vie. Et enfin, ses ouvrages sont d'un très grand intérêt. Et moi, personnellement, tant que je serai vivant, avec mes collègues, avec mes amis, je ferai tout pour le faire connaître encore plus. Et j'espère ne pas vous avoir ennuyé. Hein. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si on peut prendre quelques... Pour ce bel hommage rendu à Rafiq Ben Salah, tu l'as fait revivre parmi nous. Et je pense que s'il avait été là, il aurait beaucoup ri. Il se serait énormément amusé. Parce que, comme tu l'as si bien dit et si bien montré, c'est quelqu'un qui écrivait en s'amusant. Et
Je suppose que ceux qui le lisent doivent s'amuser énormément. Merci de nous avoir donné cette envie de le lire et de le découvrir, parce que le besoin d'humour, le besoin de rire, le besoin de, entre guillemets, de s'éclater, c'est un besoin profond chez l'être humain, et je pense que aller vers l'œuvre de Rafiq Ben Salah, c'est une façon pour nous de répondre à ce besoin qui est le nôtre. Personnellement, je l'ai vu 2 fois, une fois à Tunis et une fois à Bruxelles. Et je vous assure que tout ce que vient de nous dire Samir sur ses écrits, sa façon d'écrire, ce jeu permanent qu'il s'offre à travers l'usage de la langue ou des langues, ce mélange subtil qu'il fait, ça a quelque chose de très étonnant, de très original, de très personnel, mais c'est aussi sa façon d'être, parce que les quelques petits moments que j'ai pu passer avec lui étaient des moments formidables, parce que je n'arrivais pas à me retenir de rire. À chaque instant, il imaginait quelque chose, il te faisait découvrir, il te faisait voir les choses autrement. C'est ça sa profonde originalité. Je crois qu'il était important et pour nous essentiel de nous l'avoir fait découvrir et de nous donner autant de raisons pour qu'on aille vers son œuvre et qu'on découvre toute sa valeur, tout son intérêt, parce qu'en même temps, c'est une œuvre d'observation de la Tunisie et du monde arabe. C'est pas seulement qu'il nous fait rire, mais je pense que le rire est aussi un moyen de nous faire réfléchir sur nous-mêmes et de nous amener à poser des questions que nous n'avons peut-être pas, que nous n'avons peut-être pas forcément envie de nous poser. Et là, c'est sa fonction d'intellectuel, c'est de nous déranger en nous étonnant. Donc, si jamais parmi vous, il y a quelqu'un qui voudrait faire une remarque ou poser une question à Samir, ben voilà, n'hésitez pas. Est-ce que l'œuvre est disponible? En Tunisie, je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Oui, en Tunisie, je ne sais pas, ça m'étonnerait, mais on peut essayer. Mais je pense qu'on peut la commander. Elle peut être commandée dans une librairie sans problème. L'Âge d'Homme est un éditeur connu, etc. L'œuvre est aussi indisponible que le sont toutes les œuvres qui sont publiées à l'étranger. Mais je pense que quand on y met, quand on le veut, on finit par l'avoir. Cependant, moi, je souhaite qu'il y ait des libraires qui fassent venir les livres sans que les gens les commandent spécifiquement. Parce que à la suite de réunions comme celle-ci, après le colloque qu'on va faire à la faculté, les gens auront envie, me semble-t-il, enfin je l'espère en tout cas, de lire l'œuvre. Malheureusement, c'est le problème qui se pose pour tous ceux qui publient à l'étranger. Il faut faire venir les livres. Et les libraires ne les font pas venir comme ça spontanément. Moi, je voudrais te féliciter, Samy. On a passé vraiment un moment très agréable. Tu as réussi à représenter l'auteur que je ne connais pas et que vous nous avez donné même l'envie de lire et de découvrir. Pour la commande, il se pourrait également qu'on demande à l'Académie d'en avoir quelques exemplaires et à quelques libraires le jour où vous allez faire l'hommage. Oui. Hein, ce serait extraordinaire. Et d'autre part, moi, j'aurais souhaité, je trouvais ça extraordinaire, c'est dommage que l'hommage, on le fasse toujours après le départ Oui. d'une personne, alors que j'imagine, si l'auteur était là, ça aurait été fantastique d'assister un tout petit peu à tout ce que tu as pu représenter et retrouver, ce qui n'est pas évident de traduire toutes ces expressions. Peut-être j'aurais été incapable, même si je les connaissais en arabe, de les traduire. Merci encore, Samir, pour cette très belle séance. Merci à toi. En commentaire de ce que tu dis, moi, je l'ai écouté à plusieurs reprises.
donc au Portugal, et puis après, donc ailleurs, en Tunisie en particulier, quand nous l'avons invité à la faculté, etc. La séance où il parlait était une séance extraordinaire, parce que moi, j'ai essayé en quelque sorte de rendre compte de, mais l'original est 10 fois mieux. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui séduit sa parole, etc. Et effectivement, il a énormément d'humour, ce qui est très rare dans notre littérature. Ne l'oubliez pas. Il y a beaucoup d'humoristes, bien sûr, chez nous. Mais le fait qu'il soit constamment dans cette veine-là, ce qui n'exclut pas la gravité, comme je l'ai dit. Hein. C'est pas un rigolo, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui utilise le comique pour traiter des choses fondamentales, très importantes. Mais c'est tellement agréable. Vraiment, l'écouter, moi j'ai été séduit, je vous ai dit, en l'écoutant parler la première fois au Portugal. La première phrase qu'il me dit, tu vois, comme je suis suisse, hein? Et puis après il monte, et là il conquiert toute la salle. Les gens se tordent en l'écoutant. C'est des souvenirs extraordinaires que personne ne saura nous enlever. Ouais. Merci, professeur, pour cet exposé extrêmement intéressant qui, personnellement, me touche beaucoup parce que moi, je suis un ami d'enfance de Rafiq et on a vécu en Suisse 3 décennies d'une manière très proche. Et je voulais simplement faire une petite remarque. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire. C'est pas un rigolo, Rafiq. C'est pas quelqu'un qui raconte des histoires pour faire rire ou même pour se faire rire. Rafiq est quelqu'un qui est écorché à vif. Il était d'une sensibilité très, très profonde et même douloureuse. Et Rafiq, contrairement à beaucoup d'écrivains maghrébins de langue française, Rafiq a vécu sa biculturalité. Et il l'a vécu pas dans la douleur, mais il a voulu exorciser, il a voulu démystifier l'exil, il a voulu démystifier l'exil et la douleur qui provient de cet exil déchirant. Alors, il a fait le choix, comme moyen de démystifier cette douleur, la satire ou l'aspect inventif linguistique ou le jeu entre donc le jeu de mots et tout ça. Mais Rafiq était, comme vous l'avez remarqué vous-même, quelqu'un de très grave, de très sensible, et c'est cette sensibilité qui était à la base de ses écrits, mais qui l'a traduit par l'humour, par la sensibilité gaie, mais pas dans la douleur que la majorité des écrivains maghrébins de langue française, on ne lit que la souffrance, on ne lit que l'exil, on ne lit que les regrets, la terre natale et tout ça. Lui, il a exorcisé tout ça et il a fait un autre, il a exprimé tout ça d'une manière inventive et légère et à la limite et très plaisante. Merci. Moi, je ne pourrais pas dire autre chose que ce que vous avez dit. C'est vrai que c'est en même temps, et c'est ça l'intérêt de son œuvre, en même temps quelqu'un qui a énormément d'humour, de distance, de dérision vis-à-vis des choses, et puis traite des questions fondamentales, et il les traite avec beaucoup d'humanisme, avec une grande pitié pour ces personnages qu'il prend dans la réalité et dont il montre finalement les souffrances.
le fait qu'il soit inventif dans son écriture et qu'il utilise souvent l'humour et la distance n'est pas du tout comme j'ai essayé de le montrer, peut-être en pesant un peu plus sur l'humour, parce que c'est agréable. Mais c'est vrai que c'est... J'ai dit que le mot drame est un mot important pour comprendre aussi son œuvre. Il raconte des drames d'une façon dédramatisée. C'est à peu près cela, donc, Rafiq Ben Salah. Mais en même temps, en dédramatisant, il ne nous fait pas oublier l'aspect dramatique. Il y a une grande pitié pour autrui, pour les pauvres surtout, pour cette jeune fille qui meurt brutalement, pour ce pauvre jeune homme que l'on accuse d'être homosexuel parce que un Allemand l'a aidé, etc., etc. Pour tous ces pauvres gens finalement qui peuplent son univers. Ces personnages sont presque tous des petites gens qu'il traite avec énormément de pitié, parfois un peu sévèrement, bien sûr, mais comme on dit chez nous, donc, comment on dit, au fait اللي يحب كيفاش يقولوا non, il va nous faire oublier notre arabe. Hein? Donc, qui aime bien, châtie bien, quoi, si on le dit en français. Mais en même temps, il les aime bien. C'est plein de... Vraiment, quand on le lit, il y a des moments où on a les larmes aux yeux. C'est vrai, c'est pas uniquement quelqu'un qui se sert du comique. Oui, madame. Merci, Madame Ben Salah. Je suis la tante de... Ah. Merci, Madame Ben Salah. Je suis la tante de Feu Rafiq Ben Salah. Je vous remercie beaucoup pour cette rencontre et aimerais bien lire un petit bout de papier qui pour moi est peut-être un regard panoramique, mais en fait, il est en plus, il est peut-être le produit d'une certaine complicité intellectuelle entre Rafik et moi avant son départ, avant son absence et son éloignement. Voilà, je vous demande la permission donc de lire. On a une présidente de séance. Merci. J'aimerais, pour commencer, invoquer ces mots de Paul Verlaine, qui me semblent être de circonstance. Elle ne savait pas que l'enfer, c'est la disparition. Donc, ça, ce sont les mots de Paul Verlaine. Par-delà la disparition de feu mon neveu Rafiq Ben Salah, restent ses écrits. Mais qu'en est-il de lui? Quand Rafiq s'arrache au sien, il a une petite vingtaine d'années. Il s'envole pour d'autres horizons, emportant ce qu'il soupçonnait déjà être un trésor, sa culture, source de son inspiration fulgurante. Alors, il semble se délecter en écrivant des histoires simples, drôles de son terroir. Il en fait un objet littéraire. Et le voilà qui puise dans l'anachronisme et pénètre dans la modernité. Car les figures et les faits qui le hantent se muent en archétypes et patterns de conduite. Peut-être parce qu'on n'en finit jamais avec nos contes. Et comment y parvient-il? Ce sont ces mots tels des bijoux ethniques pour leur authenticité et la portée de leur message. Ces expressions idiomatiques, bravant les conventions de la traduction, car elles coulent de sources accueillies non comme des intruses, mais en ouvrant des espaces en intelligence réciproque. Pourtant, il semble tordre le cou à l'usage, en drainant un héritage déjà fissuré, mais tenace. Humour, drôlerie des êtres et des choses,
formant même des objets à penser, et une expressivité singulière. L'écrivain Rafiq Ben Salah ne se demande même pas comment il comble le gap entre sa dialectique, entre sa langue, son dialecte et sa langue acquise, entre deux univers dissemblables mais en partage de signification. Enfin, entre singularité et universalité. Merci. Merci à vous, madame. Merci. Merci pour cet éclairage, cette lecture intéressante. Merci infiniment. Oui, je voudrais dire deux mots. Après avoir écouté Semir, pour moi, Rafiq Ben Salah était un homme timide et discret. Et l'exposé de Semir pouvait nous donner l'impression qu'il ne l'était pas. Mais en fait, c'est par l'écriture et par l'humour, et un humour agressif, je dirais, c'est par cela qu'il essaye de dépasser cette timidité, cette discrétion, parce que c'est un homme très, très, très extrêmement discret. Et je dirais que ça a été en quelque sorte une revanche, cette écriture et cet humour et cette originalité arabo-française sur le plan linguistique, ça a été une revanche sur la solitude et sur l'exil, à mon sens. Et je rejoins donc ce qu'a dit un peu l'ami tout à l'heure de Rafiq Ben Salah. Donc, cette atmosphère très, très, très joviale, très, très fine, mais en même temps toujours souriante de son univers, en fait, c'est aussi une espèce de masque parce que son œuvre, comme le disait Semir, est une œuvre extrêmement importante sur le plan donc, du message qu'il voulait passer et qui est, du début jusqu'à la fin, la lutte contre tous les tabous, contre les interdits. Et c'est pour cela qu'il était profondément féministe. Et ça, c'est quelque chose, et c'est pour ça que j'invite les Tunisiens et toutes ces associations qui travaillent sur la femme et sur le gender, ce qu'ils appellent aujourd'hui un mot à la mode, le gender, c'est dans l'œuvre de Rafiq Ben Salah qu'ils vont retrouver cette réflexion et très mûre sur les drames du gender, justement, et sur un problème typiquement maghrébin ou arabo-musulman, qui est la situation de la femme. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci à Samir, merci à vous tous d'avoir fait revivre Rafiq Ben Salah et de nous avoir fait prendre conscience d'une façon claire et nette de l'intérêt de son œuvre, de son apport à la littérature tunisienne. Et merci aussi pour cette promesse qui nous est faite de le retrouver avec encore plus de profondeur à l'université où se tiendra un colloque sur cette œuvre qui mérite d'être étudiée et où l'on reparlera de cet homme exceptionnel, si original, qui nous fait rire, mais qui a cette force de faire rire pour être plus fort que la douleur, pour la sublimer, pour la transfigurer. Et Dieu seul sait combien cet effort-là est nécessaire, et pour les individus, et pour les sociétés. Donc, merci à vous, et à bientôt, de retour sur Rafiq Ben Salah à l'université. Si tu permets, je voudrais juste ajouter une chose.
cette conférence, quand je l'écrirai, parce que je l'ai improvisée à partir de notes, sera publiée. Parce que Beit el-Hakma publie les conférences qui y sont faites et le colloque donc, de la faculté oralisée sera également sur publié. Et ça sera un hommage que l'on rendra encore à Rafiq. Merci. Très bien.